Salut à tous, bienvenue dans cet épisode 20 de Podium aujourd'hui. Donc ça fait exactement 5 mois qu'on a commencé. Voilà, un épisode par semaine. Donc maintenant on arrive au bout de 5 mois. Et donc comme vous savez, on aime bien de temps en temps vous faire un petit status sur les résultats qu'on a eu sur le podcast. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on a récupéré tous les chiffres avec Jérôme pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau des différentes plateformes. Donc on va commencer avec la plateforme de podcast, qui est vraiment l'outil qu'on utilise le plus. Donc nous on travaille avec un outil qui s'appelle rss.com, qui nous permet de diffuser sur toutes les plateformes de podcast, donc Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Et donc là, depuis le début, on est à peu près à 700 écoutes, donc sur les 20 épisodes, ce qui est pas mal, ce qui donne une moyenne d'écoute assez sympa quand même. Et on est à peu près à 25 subscribers sur les différentes chaînes, donc ça c'est assez cool aussi. Quand on fait le parallèle avec YouTube, où on poste la version audio et vidéo, là sur YouTube, on est à peu près à 350 vues, donc la moitié des plateformes de podcast. Et on est à un watch time total de 24 heures exactement, donc ça fait exactement une journée. Et là aussi, on est à peu près à 25 subscribers. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le big piece of content. Donc c'est cette demi-heure, 40 minutes de podcast audio et vidéo. On remarque que les gens ont plus facile à l'écouter sous format audio. C'est pour ça que le podcast tend à avoir un petit peu plus de vues que la vidéo YouTube. Et aussi, on le promotionne un peu plus. Voilà, vous voyez sur nos profils LinkedIn, on pousse un peu plus les plateformes de podcast. Et donc, ce qui arrive en deuxième, c'est tous ces petits morceaux de contenu qu'on va reposter sur LinkedIn et TikTok. Donc, sur TikTok, on accumule à peu près 15 000 vues déjà depuis le début. Donc, une moyenne entre 200 et 400 vues sur tous ces petits bouts de vidéo. Mais bon, quand on met tout ça bout à bout, on est quand même à peu près à 15 000 vues, ce qui est vraiment pas mal pour une plateforme qui est vraiment pas du tout B2B à la base. Et dernièrement sur LinkedIn, voilà, pareil, qu'on met à peu près bout à bout toutes les vues qu'on a sur ton profil et sur le mien, on arrive aussi à peu près à 15 000 vues, 15-20 000 vues depuis qu'on a commencé. Donc c'est assez chouette. Et puis voilà, ce podcast, comme on le dit chaque fois, c'est aussi le vôtre. On le fait évoluer en fonction du temps. On a testé les lives il y a pas très longtemps. Donc là, il y a 2 semaines, on a fait le premier live. On a eu vraiment des super retours. 20 personnes connectées sur le live, 50 personnes qui ont participé au total, pas mal de questions super intéressantes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va refaire dans le futur. Mais c'est ce qu'on discutait avec Jérôme juste avant de commencer cet épisode. On a vraiment créé ce podium comme un laboratoire, un test, où on teste des choses, on teste la promotion sans prétention aucune d'avoir autant de milliers de vues, autant de milliers de subscribers. C'est pas le but, ni de générer du business. C'est vraiment ici de vulgariser de l'information, de la news digitale pour la rendre vraiment accessible à tous. Et donc vraiment super chouette. On a reçu extrêmement beaucoup de bienveillance. On a reçu plein de messages sur les plateformes, beaucoup de bienveillance, que ce soit sur le live aussi. Par contre, Jérôme, on a eu notre premier hater. Ça, on en a parlé. On n'en a pas encore là, on en a eu un. Donc il a fallu 5 mois et puis on en a eu un. C'est le premier, ce sera pas le dernier. Ça nous fait plus rire qu'autre chose. Mais c'est bien d'avoir de l'échange. Mais voilà, on en a un. Donc vous aussi, si vous pensez à produire du contenu, je pense que majoritairement, on a de la bienveillance. Il y aura quelques haters, ça, il y en a toujours. Mais il y a majoritairement de la bienveillance et des conseils sympas et surtout des discussions sympas qu'on peut déclencher grâce à ces épisodes. Donc, je sais pas toi ce que tu en penses, Jérôme, au niveau de ces stats. Ici, ce que tu disais, toi, je pense que c'est vraiment la base de ce qu'on a fait, c'est sans aucune prétention aucune. On n'est pas là pour prétendre être des experts plus que d'autres sur le sujet. On s'adresse à tous les niveaux de connaissances. Donc, on n'est pas là uniquement pour faire des masterclass sur le sujet. Si c'est ça, il y a des formations qui existent sur le côté et c'est pas ce qu'on veut faire. C'est plutôt diffuser de l'information pour toutes les personnes qui sont dans le digital, pour des gens qui sont dans des PME, pour vraiment un petit peu comprendre l'évolution du changement au niveau digital. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Et après, effectivement, ce que tu disais, c'est toujours intéressant d'avoir des échanges avec des personnes de manière publique, de manière privée, pour comprendre un petit peu ce que eux en pensent au niveau du positionnement, au niveau du contenu qu'on peut mettre. Et donc voilà, ça fait partie que du positif et du négatif, ça fait partie des choses. C'est comme dans votre boulot, vous n'aurez pas toujours que des acclamations, vous aurez de temps en temps des petits coups de semonce qui vous arriveront aussi. Donc voilà, ici c'était plus pour le clin d'œil, mais ici vraiment le but du podium, le but de ce podcast, c'est vraiment vous partager des informations qu'on trouve importantes par rapport au digital, par rapport à un système qui évolue très rapidement et par rapport auquel il faut se tenir à jour. Et donc voilà, l'idée c'est un petit peu d'être dans ce côté, je vais pas dire référence, mais en tout cas pouvoir se dire avec les écoutes de podium, j'arrive à être tenu au courant de choses qui sont importantes, que ce soit des choses à long terme, que ce soit des choses plus tactiques, des choses plus techniques. Et le live vient pour ça aussi. On reviendra par la suite avec les autres dates du live. Mais si le live a vraiment une autre volonté qui est vraiment de montrer un produit ou une chose spécifique pour vous montrer comment faire, pour vous montrer comment ça se passe. Là, on est un petit peu plus dans la technique, mais pour le reste, c'est un petit peu de la vulgarisation digitale. Et donc voilà, ça s'arrête en tout cas à ce niveau-là. Mais on apprend énormément au niveau de la promotion d'un podcast en disant voilà, on a une idée, ça fonctionne un petit peu,
puis on se rend compte après coup que ça fonctionne plus, donc comment on rebondit. Donc c'est un petit peu voilà, comme pour une entreprise qui doit faire son marketing sur le digital, il n'y a pas une recette miracle, ça serait trop facile. Il y a de l'itération, il y a du test, il y a de l'échange, il y a de l'échec, il y a de la remise en question. Et c'est ça qui est intéressant pour nous, en disant voilà, on l'a commencé comme ça, sur l'idée d'un podium. Maintenant, on continue, on verra où on en est. On est déjà à l'épisode 20. Et pour la petite histoire, voilà, créer un épisode de podium, ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça prend pas trop de temps. Ça prend entre 30 et 45 minutes selon qu'on ait la lampe bien pendue ou pas. Après, il y a du travail voilà, de remettre ça en forme. Mais ça prend pas plus de temps que ça. Il y a une partie matérielle voilà, dans laquelle il faut investir et on pourra une fois faire un aparté là-dessus. Mais jusqu'à présent, je trouve que les choses sont positives et on est déjà au 20e épisode sans vraiment s'en rendre compte. Donc voilà, ça continuera, que vous le vouliez ou non, mais en tout cas, on continuera à produire des épisodes de podium par la suite. C'est ça, il faut avoir un rythme, et c'est peut-être ce qui est un peu le plus compliqué au début, c'est de se dire, voilà, on prend un rythme chaque semaine et on le fait chaque semaine, être prêt à temps, avoir la post-production qui soit faite à temps, mais ça donne un vrai rythme de travail aussi qui est sympa. Et pour terminer sur cette partie statistique, on nous pose souvent la question, bah tiens, qu'est-ce que ça t'amène en termes de business? On dit toujours, c'est pas le but premier de Podium, c'est diffuser de l'info, mais on va pas mentir, c'est un impact très positif sur notre personal branding à Jérôme et à moi, au niveau du marché. Et au niveau des compétences qu'on propose de ce dont on parle dans les podcasts. Et donc ici, si on devait chiffrer ça en termes de business, c'est impossible à chiffrer. Par contre, autant Jérôme que moi-même, on a reçu des demandes de partenariat, des demandes de clients. Ben voilà, on a vu ce que vous racontez dans les épisodes. On voit que vous savez de quoi vous parlez. J'ai ces problématiques, ben on aimerait bien en discuter. Et donc on a eu certains clients qui ont commencé à bosser avec tant Jérôme que moi. On a aussi des demandes de formation sur des sujets spécifiques. On a aussi des gens qui veulent bosser avec nous. On a des freelances qui nous ont contactés en disant, bah, tiens, c'est vrai qu'on aime bien ce que vous racontez, on est assez alignés, est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire ensemble? Et donc, ça a vraiment un impact très, très positif, tant sur le business que sur l'employer branding, que sur la formation. Donc, c'est des retombées qui sont vraiment, vraiment sympas, alors que ce n'est pas le but premier de Podium. Donc, voilà, c'était pour terminer sur une note assez chouette. Mais écoute, Jérôme, on embraye alors sur ce 20e épisode, toujours 3 places, de la 3e à la première. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Alors la troisième sera de nouveau pour notre ami John Loomer, on vous en a déjà souvent parlé, mais qui revient dans un de ses articles sur la notion des intérêts. Et donc on verra voilà, quand on crée des campagnes publicitaires sur Facebook, qu'est-ce que ça représente, à quel point c'est précis ou pas, est-ce qu'il faut s'en méfier. Donc on reviendra là-dessus en troisième position. Deuxième, qui est plus dans ta boutique, on en a déjà souvent parlé, mais c'est la partie analytics, avec voilà tout ce qui était les contraintes GDPR pour la partie analytics et des solutions qui existent. Tu nous parleras de ce qui se passe en Italie aussi, on avait déjà évoqué la France et l'Autriche, si je me rappelle bien au tout début. Et on terminera avec TikTok, à nouveau, sur la première marche, dans son côté évolution, dans son côté maturité entre la création et ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, on verra un petit peu quelles sont les perspectives d'avenir pour cette plateforme. Donc voilà, c'est de nouveau plus un petit peu réseaux sociaux et c'est de nouveau TikTok, mais c'est un autre éclairage sur la plateforme qui reste intéressant aussi. Top. Eh bien, écoute, on part sur la troisième marche alors avec ces audiences d'intérêt en Facebook basées sur l'article de John Loomer. C'est vrai que Ouais. c'est des discussions qu'on a régulièrement entre nous sur les audiences d'intérêt. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est crédible, pas crédible? Donc ici, bah, qu'est-ce que notre ami John nous en dit? Oui, alors voilà, c'est vraiment un point de base quand on va faire des recommandations médias ou des plans médias pour un client. C'est vraiment de comprendre qui on veut toucher, à quel moment, avec quel message. Les audiences d'intérêt sont généralement des audiences qu'on va mettre en top of the funnel. Donc c'est vraiment la première partie, la partie de notoriété d'une marque, en se disant, ben voilà, on veut faire découvrir notre produit. On a des audiences qui ne connaissent pas encore, ou en tout cas, j'ai pas pu traquer un comportement, ou j'ai pas pu traquer une data d'une manière ou d'une autre pour reparler, pour faire du retargeting, pour faire de la conversion. On va aller un petit peu dans la base de données Facebook et faire un petit peu notre shopping. Et donc, pour comprendre les notions d'intérêt, tu parlais des formations ici au travers des podcasts, c'est généralement l'introduction que je prends. Donc, vous allez dans votre fil d'actualité Facebook, vous repérez une publicité, généralement c'est le deuxième ou le troisième contenu, vous allez voir c'est marqué sponsorisé. En haut à droite, vous avez 3 petits points. Sur ces 3 petits points, Facebook va vous proposer de comprendre les raisons pour lesquelles vous êtes exposé à cette publicité qui vient d'une marque que vous ne connaissez pas ou d'une page que vous n'avez pas likée. Et donc, vous allez avoir une partie de ce qu'on appelle le ciblage. Et en allant plus loin, et je pourrais vous donner le lien exact, on peut retomber jusqu'aux notions d'intérêt que Facebook a répertoriées sur votre profil. Donc, par rapport à mon profil, par rapport à ton profil, tu as liké des pages, tu as renseigné certaines informations. Ça, c'est la partie visible, la partie émergée de l'iceberg. Par contre, il y a tout ce que tu fais, tout ce que je fais sur Facebook et en dehors de Facebook. Toutes ces choses-là, tous ces micro-comportements mis bout à bout, sont autant de notions d'intérêt qui sont reprises sur votre profil. Et donc, sans vous en rendre compte, vous avez d'une manière, ici la partie immergée de l'iceberg, vous avez 90% d'intérêt
qui collent à votre profil sans que vous en soyez vraiment conscient. Et donc, il y a possibilité d'aller trouver effectivement ces notions d'intérêt. Et ce que montre John Loomer par rapport à cet article, c'est que dans 30% des cas, la notion d'intérêt, elle est inexacte, elle est pas précise. Et donc, il prend ici un article avec, un exemple avec des fromages bleus, en disant, voilà, il avait, ou dans l'étude, il avait une personne a un intérêt pour le fromage bleu. Bah, si ça se trouve, la personne a l'intérêt pour cette chose-là, de par le fait qu'elle déteste ce produit-là. Vous, en tant que marque, vous produisez du gorgonzola, l'exemple est top. Vous allez cibler les gens qui sont intéressés par les fromages bleus. Bah, vous allez trouver pas forcément face à des gens qui sont intéressés par vos produits, mais aussi face à des détracteurs ou des gens qui ne vont de toute façon pas être intéressés par vos produits. Et donc, dans l'article de John Loomer, on a 2 études qui montrent un petit peu de quelle manière Facebook enregistre des profils et de quelle manière ceci correspond ou pas à la notion d'intérêt réel de la part des gens. Et donc, ce qui est important ici dedans, et de nouveau, c'est pour rebondir par rapport à une agence ou par rapport à une entreprise qui ferait son marketing sur Facebook, c'est que les intérêts, c'est une part non négligeable de business, mais c'est pas une vérité absolue. C'est pas parce qu'une personne a un intérêt pour votre entreprise qui se retrouve répertoriée comme entreprise que vous allez être 100% dans ce qui est bon, dans ce qui est correct. Faites le test, allez voir sur votre profil, vous allez voir des intérêts. Honnêtement, vous savez pas d'où ils viennent, vous voyez aucun lien par rapport à votre profil, et pour autant, ce sont autant d'occasions qui sont données à des marketeers comme Julien ou comme moi d'aller faire de la publicité auprès des personnes qui seraient potentiellement intéressées par ces produits. Et donc, c'est hyper important quand vous créez des plans médias de bien vous mettre en tête que la notion d'intérêt, c'est quelque chose qui est pertinent à X%. En tout cas, c'est pas une notion qui est pertinente à 100%. Donc ça, c'est vraiment important. C'est ce qui ressort de l'article de John Loomer. Alors, je sais pas ce que toi, tu en penses, mais c'est vraiment une question de base qu'on a dans tous les plans médias, de pouvoir les attaquer un petit peu par rapport à ça en se disant, OK, mais vous mettez l'intérêt un tel, est-ce que c'est pertinent ou pas? Je pense que c'est une question par rapport à laquelle on n'aura pas la réponse directement, mais ça vaut la peine en tout cas d'être curieux par rapport à cette notion d'intérêt. Écoute, c'est toujours une notion que je challenge aussi, puisque les notions d'intérêt sur Facebook, ben déjà, comment est-ce que Facebook décide que vous avez un intérêt dans ça ou dans ça? C'est pas très clair. Est-ce que c'est parce que vous avez liké? Est-ce parce que vous avez vu du contenu? C'est pas 100% clair. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que c'est souvent très, très, très imprécis. Ben, comme tu dis, faites le test, allez voir dans votre profil, vous allez être répertorié pour 50 intérêts. Dans les 50, il y en a peut-être 15, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai jamais liké ou j'ai jamais suivi un contenu de ce genre. Et donc, c'est assez imprécis. Un exemple qu'on donne souvent, on l'avait donné dans le live, voilà, je suis Ferrari, je veux faire de la publicité pour vendre mes voitures, je vais cibler les gens qui ont un intérêt pour Ferrari. Ben non, puisque peut-être la moitié des hommes en Belgique ont un intérêt pour Ferrari ou ont déjà vu une vidéo de voiture et ont liké où il y avait une Ferrari. C'est pas pour ça qu'ils sont un public cible. Donc méfiez-vous de ces audiences d'intérêt, servez-vous-en, comme tu disais, pour le top of funnel, pour faire cette première couche d'awareness, puis utilisez votre data. Mais on voit encore trop souvent dans les plans médias, je veux cibler l'audience des gens qui aiment les chats et les cactus, et alors on va chercher le forecast exact dans Facebook. Il y a 88 000 personnes exactement qui aiment les cactus en Belgique, donc c'est mon audience cible. Attention, les amis, prendre ça avec des grosses pincettes. C'est pas la panacée. Faites vraiment attention à ça et ne prenez pas ça comme argent comptant. Ça reste de la data Facebook, ça reste une black box. Donc méfiez-vous-en. Ça nous sert, voilà, à targeter certains intérêts, mais on le voit ici, c'est imprécis. John Loomer mentionne 30%. Honnêtement, je pense qu'il est gentil. D'expérience, je pense que ça va plus haut que ça. Donc, utilisez-les, mais faites-y attention et on y voit de plus en plus, hein, Jérôme, dans les campagnes, on va de plus en plus vers des audiences où on met même pas d'intérêt, on met juste du démographique, donc de la localisation, de l'âge et du sexe à la limite, enfin, féminin ou masculin, et puis alors on laisse faire l'algorithme et on essaye de voir un petit peu ce qui fonctionne mieux, puis on part sur du lookalike ou du retargeting, comme tu l'as mentionné, mais voilà, méfiez-vous de ces audiences d'intérêt, elles sont vraiment, vraiment, vraiment pas super précises. Elles l'étaient avant, elles le sont de moins en moins, donc faites-y attention, faites-y attention. Bien, écoute, Jérôme, on part sur le deuxième sujet alors du podcast du jour, Google Analytics. Vous le savez, c'est un sujet qui revient de temps en temps. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup la question ces temps-ci. J'ai Google Analytics, j'ai vu dans la presse et partout que Google Analytics allait être terminé en juillet 2023. Est-ce qu'il faut que je passe sur la nouvelle version Google Analytics 4? Et c'est ce qu'on dit toujours. Est-ce qu'il faut passer arbitrairement sur cette version ou est-ce qu'il y a d'autres solutions? Et c'est le bon moment pour le challenger. Pourquoi? On vous en a déjà parlé dans d'autres épisodes. Ça a commencé avec l'Autriche, puis la France, qui ont, les autorités de protection des données ont émis des avis sur, comme quoi Google Analytics n'était pas légal en Europe, tout simplement. Pourquoi? Puisque la donnée récoltée sur les sites français ou autrichiens sont envoyées vers des serveurs Google aux États-Unis, et donc il y a un transfert de données hors de l'Europe, ce qui n'est pas OK au niveau du GDPR, de la protection des données.
Et ce qui se passe, c'est que Google ne fait pas grand-chose pour l'instant pour trouver des solutions par rapport à ça. Il n'y a pas encore vraiment d'accord entre l'Europe et les États-Unis, c'est en discussion, ce qui fait qu'il y a des États européens qui commencent à maintenant prendre position et dire voilà, Google Analytics sur un site est interdit. Et ça a été le cas en France il y a pas très longtemps, où la CNIL, donc c'est l'organisme qui s'occupe de la protection des données de tout ce sujet-là en France, a décrété que avoir Google Analytics sur un site français n'était pas OK au niveau de protection des données, donc il fallait retirer l'outil. Il n'y a pas encore d'amende, c'est pas encore enforced comme on dit en anglais, mais ça, voilà, ça va pas traîner tant qu'il n'y a pas de solutions qui sont trouvées à des niveaux un petit peu plus hauts. Et l'Italie, donc c'est le sujet de ces deuxièmes marches du podium aujourd'hui, est que l'Italie a suivi le pas à la France et vient d'émettre le même avis sur certains sites italiens en leur disant voilà la manière dont sont récoltées les données. Quand on parle de données, ça va être l'adresse IP de la personne qui va visiter ce site, ça va être la résolution de son écran, la langue de son navigateur, sa géolocalisation, tout ça est pompé par Google Analytics et est envoyé sur des serveurs américains. Donc une des solutions qui est discutée en haut lieu, ce serait de peut-être stocker ces données sur des serveurs Google mais en Europe et non plus aux États-Unis pour éviter ce problème, ou bien avoir vraiment des accords de protection entre les États-Unis et l'Europe pour que même si cette data est stockée aux États-Unis, elle soit protégée d'une manière ou d'une autre, mieux que ce qu'elle est aujourd'hui. Mais voilà, c'est en discussion. Et donc c'est le bon moment pour se dire, est-ce que je passe sur la nouvelle version de Google Analytics 4 arbitrairement, ou est-ce qu'il y a d'autres outils, notamment européens? Et là, Jérôme, on est en train d'en tester pas mal chez nous. Je ne veux pas les mentionner aujourd'hui, on en parlera plus tard, mais des outils qui sont vraiment top, 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 qui sont vraiment des gros challengers à Analytics, et qui fonctionnent super bien, et qui ont beaucoup plus de fonctions, et qui ont parfois beaucoup plus de simplicité. Et donc, c'est le bon moment pour éventuellement envisager d'autres outils. Parce que pour beaucoup, Google Analytics, on y va une fois par mois pour regarder un ou deux graphiques et on comprend pas grand-chose. Les amis, quand vous allez ouvrir Google Analytics 4, vous allez tomber des nues parce que c'est vraiment compliqué à mettre en place, c'est compliqué à comprendre. Donc, si vous avez déjà du mal avec Google Universal Analytics, la version actuelle, ce qui est 95% des sites utilisent ça, vous allez avoir énormément de mal sur la nouvelle version. Et au niveau de l'installation, ça va aussi demander du temps. Donc, si vous avez passé du temps à installer la version actuelle, il va falloir le double de temps pour installer la nouvelle. Et donc, c'est peut-être le bon moment pour réfléchir à d'autres solutions. C'est ce dont on discute avec nos clients pour l'instant, c'est de se dire, peut-être il y a autre chose à faire. D'un point de vue, GDPR et compagnie, on ne sait pas à quel sein se vouer. Peut-être dans 3 mois, la Belgique suit la France et dit que Google Analytics est interdit. Donc, vous vous retrouvez là avec cette solution en attendant que Google ou que les autorités américaines et européennes trouvent des solutions. Donc, voilà, faut se méfier à ce niveau-là, ou au moins, si vous passez sur cette nouvelle version d'Analytics, c'est peut-être le moment aussi de penser à une solution de backup qui pourrait tourner en parallèle. Il y a plein d'outils qui sont gratuits, et peut-être avoir 2 versions en parallèle. Ça, ce serait aussi peut-être intéressant à faire. Donc voilà, on ne vous dit pas de faire ci ou ça à l'heure actuelle, mais moi, ce que je vous conseille, c'est juste ouvrir la discussion avec vos agences, avec vos teams en interne. Peut-être qu'il y a autre chose à faire que Google Analytics 4, ou si on le fait, il y a peut-être des solutions de backup auxquelles il faudrait penser. Donc voilà, ça t'impacte toi pas beaucoup, Jérôme, au niveau du social media, au niveau de l'optime des campagnes, mais je suppose que tu as aussi beaucoup de clients qui essaient de regarder les perfs de leur campagne ou aussi dans Analytics pour avoir un autre avis. Je pense que c'est important pour eux aussi. Est-ce que toi, tu utilises beaucoup Analytics dans le cadre de tes campagnes? J'essaye, et honnêtement, c'est ce que tu disais, toi, c'est pas un réflexe qui est fait partout. On va souvent se cantonner aux résultats qu'on a dans la plateforme social media qui est utilisée. En disant, voilà, on a des clics, on a un certain comportement qui est dedans et on est en content avec ça. Il manque toujours un petit peu le pont, le bridge avec la partie comportement sur le site. Ça fait partie de la responsabilité, je pense, de l'agence de le conseiller. En disant, voilà, on va pas juste faire une campagne de clics et c'est très bien comme ça. J'ai vu encore récemment sur des comptes de clients des campagnes qui étaient setupées sans mettre de lien tracking, sans UTM. Donc, au niveau reporting, c'est pas compliqué. On va générer un reporting avec des impressions, avec du reach, avec des clics. Pour autant, ce qui s'est passé effectivement sur un site, on n'a pas de vue par rapport à ça. Et donc voilà, il y a toute une partie technique effectivement qui moi m'intéresse ici dedans pour aller jusqu'au bout des choses avec un tag manager, avec des reporting dans Analytics. Après, effectivement, s'il y a d'autres choses qui existent, je pense que c'est effectivement l'outil qui doit être intéressant. Par contre, c'est de se stresser dans un premier temps par rapport à la plateforme qui émet les messages pour se dire qu'est-ce que je prends comme argent comptant dans la plateforme, qu'est-ce que la plateforme a comme finalité et qu'est-ce que la plateforme doit apporter comme comportement additionnel sur mon site, si mon site est l'endroit vers lequel ça doit se passer. Donc, c'est compliqué de se dire, et c'est là qu'on a effectivement, c'est pas des overlaps, mais des complémentarités sur les expertises. C'est que mes campagnes ne peuvent pas vivre sans la partie analytics.
Et dans la partie analytics, ben voilà, on va tenir compte effectivement de tout ce qui est social. Et donc au niveau digital, c'est un peu illusoire de se dire que maintenant tout fonctionne au travers des réseaux sociaux. Il y a quand même des impacts qui sont liés ailleurs, à droite ou à gauche. Donc je pense que c'est ça qui est important. Et effectivement, la solution technique qui est derrière, s'il y en a une autre qui est plus facile qu'Analytics et Analytics 4, de ce que j'en comprends, tant mieux. Moi, ça m'arrange encore mieux. Mais effectivement, ça m'impacte un petit peu, mais moins. Donc voilà, c'est les choses à tenir en compte. Par contre, ce qui est intéressant, je pense, dans ce que tu dis et par rapport à ma boutique, c'est qu'on constate des équilibres qui bougent d'une manière ou d'une autre. Et on va embrayer après sur le troisième article. C'est qu'on a eu le sacro-saint méta Facebook, Instagram pendant tout un temps. Ben, on voit que les choses bougent avec TikTok. Un petit peu de la même manière que les choses peuvent évoluer, que les équipes peuvent évoluer avec Analytics qui était la solution par défaut dans 99% des boîtes. Et on voit maintenant d'autres acteurs qui se positionnent, où on voit en tout cas des régulateurs qui mettent des grands coups de pression sur ces grands groupes au nom du GDPR, au nom du respect de la vie privée. Donc je trouve ça intéressant de le comparer dans ton shop et dans l'évolution des réseaux sociaux. Ouais, exactement. On vous en parlera encore, hein. On garde ça de près à l'œil pour voir ben voilà, quelles sont les solutions qui arrivent, quels sont les accords qui sont trouvés. Des accords seront trouvés, c'est certain. Google a un tellement grand monopole voilà, déjà, comme tu le disais, 99% des sites, ils vont arriver à trouver des solutions. Ça, c'est sûr et certain. Mais entre-temps, voilà, ça crée quand même des frictions. Et ça, justement, je trouve que ça ouvre la réflexion et le débat. Et c'est ça que je trouve vraiment important. Donc, on continue à vous en parler dans les prochaines semaines et prochains mois. Et on voit où tout le monde peut se positionner, les tests qu'on va mener. Ok, Jérôme, on passe sur notre top 1, la première place de ce podium aujourd'hui. On revient sur TikTok, comme à Ouais. l'habitude. TikTok qui est souvent dans les headlines là, pour le moment. Et donc aujourd'hui, on va parler un peu de la maturité de la plateforme. Et on vous partagera quelques insights là-dessus. Ouais, donc c'est un article de l'ADN, justement, qui se penche un petit peu, et c'est ce qu'on a maintenant, en se disant, est-ce que TikTok est toujours dans une phase de décollage, ou est-ce qu'on arrive à une certaine maturité de la plateforme? Et donc c'est un petit peu d'essayer de comprendre si on est toujours dans des chiffres exponentiels de croissance, ou si à un moment ça va se calmer. Et donc c'est un petit peu, je pense, ce qui inquiète et ce qui excite un petit peu tout le monde, de se dire, bah voilà, les chiffres sont tellement dingues, on vous en a parlé au niveau de la consommation en termes de temps moyen par session. On le voit ici dans l'article, bah, il le dit, voilà, c'est le 6e réseau social en termes de consommation, derrière les grands classiques, mais devant des Snapchat et devant des Messenger, donc c'est quand même pas mal. On parle toujours de la base des utilisateurs qui sont plutôt des ados, qui étaient sur Musical.ly, et c'est que de la danse et tout ça. Mais voilà, ça se diversifie. Donc on est plus sur une base de 18-25 ans, et un petit peu comme les autres réseaux sociaux, ben voilà, il y a une certaine maturité au niveau des utilisateurs, utilisatrices qui sont sur la plateforme. Donc on voit que ça évolue. Mais je pense que la grosse question maintenant, c'est effectivement de se dire jusqu'où TikTok va aller avant d'atteindre sa maturité, avant d'atteindre voilà, le maximum de ses capacités, et d'arriver à une espèce de plateau en termes d'utilisateurs, en termes de tout ce qu'on pourrait avoir. Et donc, ici, dans l'évolution qu'on peut remarquer, ça se remarque aussi au niveau des contenus. Et donc, il y a effectivement toutes les contenus de base qui restent les fonctionnalités, ou en tout cas les contenus qui sont recherchés par les utilisateurs et utilisatrices de la plateforme, mais on constate l'émergence de contenus autour des actualités. Si vous connaissez Hugo Décrypte, c'est voilà, quelqu'un qui est hyper connu sur Instagram, qui cartonne également sur TikTok. Donc il a déjà fait des interviews avec des personnalités de premier plan. Donc voilà, c'est pas juste quelqu'un qui est dans son coin, c'est quelqu'un en plus qui a une équipe, je ne sais plus de combien de personnes pour décoder l'actualité. Donc on trouve ce genre de contenu sérieux aussi sur TikTok. On a des contenus aussi autour de tout ce qui est apprentissage. On vous a parlé de tout ce qui était Excel sur la plateforme. On le retrouve aussi ici dedans. On a des contenus aussi sur la finance. On a des contenus marketing, tu vois, comme ici on parle des podcasts que tu mets sur ton profil. On a des contenus sur la vie adulte. On a des contenus sur tout ce qui est créatif. Donc on a quand même pas mal de choses qui se développent à ce niveau-là et qui montrent effectivement une diversification des contenus sur la plateforme et à venir. Et donc c'est peut-être ça qui va être intéressant sur la plateforme. C'est le temps des vidéos qui va passer de 3 minutes à 10 minutes. Des nouvelles fonctionnalités comme du live shopping. Donc vraiment la possibilité de pouvoir en live montrer des produits, de pouvoir les taguer, de pouvoir les acheter. Et donc là, on va taper directement dans tout ce qui se passe sur Meta, tout ce qui est géolocalisation. Donc on voit que TikTok continue à fasciner. On essaye de voir quelles sont les limites dans le développement, mais pour le moment, on n'arrive pas à trouver ces limites. On avait déjà parlé aussi de tout ce qui était monétisation dans l'application au sein du groupe à qui appartient TikTok, avec des centaines de millions de dollars qui avaient été investis dans le premier trimestre. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui se passent. Ça continue à se développer, et pour autant, ça continue à rester
une sorte de mystère pour des marketeers qui vont se dire est-ce que je dois y aller, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est le moment opportun pour le faire, quel est le format que je devrais développer, est-ce que je prends mes créas Facebook, Instagram et je vais les mettre sur TikTok. Donc on voit qu'il y a une certaine fascination, en tout cas pas mal de questions qui se posent, mais des questions qui font que les gens vont prendre un certain temps avant de se lancer sur la plateforme. Donc je sais pas ce que toi t'en penses par rapport à TikTok, mais je trouve ici toujours fascinant de voir autant d'articles qui se penchent sur le sujet et d'essayer de comprendre. On compare par rapport à ce qu'on connaît, on compare par rapport à Meta, mais on est sur des comparaisons qui sont compliquées, en tout cas des comparaisons qui s'estompent au fur et à mesure, vu que TikTok prend de plus en plus de place, dépasse certains records que Facebook avait jusqu'ici. Donc voilà, je sais pas ce que toi t'en penses, mais ça reste une plateforme qui reste fascinante. Comme on lit souvent, il y en a beaucoup qui en parlent, mais il y en a peu qui le font. Et c'est un peu le cas de TikTok maintenant. C'est que tout le monde en parle. Ça prend une vague de fous, mais au niveau des marques, tout le monde est encore enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de marques sont encore assez réticentes, tout simplement en se disant, qu'est-ce que je dois faire? Et effectivement, c'est la réflexion à se poser. Parce que si vous arrivez sur une plateforme comme TikTok et que vous essayez de faire ce que vous faites sur Facebook ou Instagram, vous allez vous planter, c'est sûr. Parce que c'est vraiment deux plateformes qui sont, même si c'est de la vidéo en plein écran, c'est totalement différent, c'est des codes différents. Et Jérôme, pour moi, TikTok est encore un peu au niveau publicitaire et contenu, un peu la jungle. Ça évolue tellement vite, cette plateforme, il y a tellement de monde dessus, ça a tellement cartonné en peu de temps que voilà, ça doit encore, c'est un électron libre, ça doit encore faire ses armes, comme on dit, ça doit encore se réguler. Et c'est ce qu'on voit parfois. J'ai vu un article il y a très peu de temps qui mesurait la qualité du trafic qui venait depuis TikTok comparativement à un Facebook ou comparativement à un Instagram. Et il y a par exemple énormément de trafic de bots, on en parlait dans le live. Et c'est normal, c'est une plateforme qui doit encore se réguler, s'auto-réguler, avoir des règles un peu plus strictes. Et donc, ouais, il y a pas mal de bots, il y a pas mal de contenu qui part dans tous les sens. Mais l'activité est là, c'est là que ça se passe en ce moment, c'est sur TikTok. Mais il faut pas y aller avec le mindset de je vais faire une campagne avec des visuels classiques et je vais mettre mes petits UTM et je vais mesurer mon trafic derrière pour essayer d'attribuer mes ventes à TikTok. Ça va pas marcher. Si vous allez avec ce mindset-là, ben vous allez faire une campagne, vous allez arrêter. Par contre, l'avantage de TikTok est qu'il y a encore ce côté viral et organique qu'on a complètement perdu dans Facebook et Instagram où maintenant, voilà, faut payer pour jouer obligatoirement. Et c'est ce qu'on voit. Je lisais un article ici très récemment un gars qui faisait un case study justement sur des publicités TikTok pour de l'e-commerce et qui donnait un case study pour lequel ils étaient passés de 40 000 dollars mensuels de chiffres sur un site e-commerce à 250 000 dollars juste en activant de la pub TikTok. Et donc ils expliquaient quelque chose de très intéressant, c'est qu'ils ont commencé à faire ces publicités TikTok pour cette marque. Je sais plus, c'était des compléments ou c'était du lifestyle, je sais plus exactement, mais où ils faisaient des pubs, je veux dire classiques à la story avec voilà le produit, avec des couleurs, avec le logo, une petite musique. Et en gros, ils ont essayé ça pendant 2-3 mois avec plein de créas différentes, ça fonctionnait pas du tout. Ils se sont dit bah voilà, TikTok c'est pas pour nous. Et puis ils ont un peu changé de mindset et ils se sont dit bah voilà, plutôt que d'amener des choses externes et essayer de les pousser dans TikTok, bah faisons non pas des ads, mais faisons des TikTok. Et donc ils ont commencé à produire du contenu organique en respectant les codes de TikTok, c'est-à-dire par exemple cette voix robotique que vous entendez souvent en début des vidéos, ces sous-titres automatiques qui viennent sur les vidéos, la manière dont c'est filmé, facecam avec un téléphone, et pas des grosses productions. Donc ils ont commencé à produire du contenu de cette manière, publié organiquement, et les quelques vidéos qui commençaient à prendre un peu mieux que les autres, eh bien, il est boosté avec du budget. Et certaines de ces vidéos sont parties virales, c'est-à-dire elles ont pris 2 millions, 5 millions, 15 millions de vues sur une courte période. Et c'est ça qui leur a permis de faire vraiment exploser leur site et leur vente en ligne. Mais ils l'ont pas fait en mesurant tous les clics et en mesurant la performance. Non, ils ont juste utilisé du contenu, ont utilisé la pub pour le faire partir viral. Et les gens par derrière sont venus acheter ces produits, peut-être en les cherchant dans Google et non pas en cliquant sur le profil TikTok. Donc c'est vraiment, moi je l'associe plus à une plateforme vraiment pure awareness, à la limite je veux dire, comme une pub TV, on va voir un produit, il va nous intéresser éventuellement, et quand on aura le temps, ou quand on aura l'envie, ou quand ce sera le moment, on ira l'acheter. Mais il faut pas penser le mesurer à chaque clic et pouvoir mesurer le customer journey complètement. Ça, c'est pas encore le cas. Et donc, c'est ça qui est vraiment fort, fort, fort différent de ce que les marketeurs ont été habitués à faire sur Meta. On est sur quelque chose de différent, mais où on essaye de faire en tant que publicitaire la même chose qu'on fait sur Meta. Et ça, c'est là où ça coince un petit peu. Il faut vraiment prioriser le contenu organique et le booster, mais prioriser vraiment de respecter les codes de cette plateforme et de ne pas essayer de reproduire ce qu'on fait, et ça demande de s'adapter. Et c'est ça parfois, Jérôme, qui est un peu difficile, c'est que ben voilà, c'est une nouvelle plateforme, il faut s'adapter, peut-être dans 2 ans, il y aura une autre, il faudra encore s'adapter à des codes différents, mais c'est ça le marketing digital sur ces plateformes-là aujourd'hui, c'est pouvoir s'adapter à la technique et au format.
Donc toi, tu as déjà eu des campagnes TikTok ou pas encore énormément ici en Belgique? Peu, hein. J'ai eu la question, mais c'était pas toi, c'était quelqu'un d'autre récemment. 95% du business reste sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Il y a un petit peu de Twitter et encore un petit peu de TikTok et un petit peu de Pinterest aussi. Mais ça n'empêche que le volume n'est pas encore. Alors après, c'est peut-être sur les clients par rapport auxquels je peux travailler. Encore très peu de demandes sur TikTok. Donc je pense qu'il y a encore effectivement certains freins à lever au niveau de la transparence. Tu le disais ici au niveau de la compréhension de la plateforme et pour voilà pour un petit peu tester les choses pour se dire voilà est-ce que ça vaut vraiment la peine d'y aller ou pas. Mais en tout cas j'ai pas un volume effectivement de dingue de campagne sur TikTok pour le moment. Ouais, on n'a pas des volumes fous non plus. C'est plus des tests que les gens veulent mener. Mais encore une fois, ce que je te disais, c'est les boîtes souvent et les marques veulent le mesurer de la même manière qu'ils vont mesurer une campagne Facebook. Donc à la performance, au clic, à la vente directe. Mais c'est différent sur TikTok. C'est pas comme ça qu'il faut le concevoir. Donc, mais faites des tests, vraiment testez-le. Et puis, ce qui est cool aussi avec TikTok, on en a déjà parlé, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir une page TikTok avec du contenu pour pouvoir faire des pubs. Vous pouvez faire des pubs sans avoir de page, ce qui est aussi super intéressant pour faire des tests. Travailler avec des influenceurs, travailler avec des créateurs de contenu. Enfin, il y a vraiment moyen de faire un tas de trucs. Donc, on vous pousse vraiment à essayer cette plateforme et à comprendre les codes. Je veux dire, il n'y a pas de rush. Elle est là pour durer, cette plateforme. Il y a beaucoup de monde dessus. Il va encore avoir beaucoup d'évolution. Donc, jetez un coup d'œil, gardez-le dans un coin de votre tête, mais allez-y, testez-le, parce que c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine et qui va être amené à évoluer et qui est vraiment un énorme challenger à Meta, à ce niveau-là. Donc, c'est parti pour durer, cette petite bataille Meta TikTok. Et donc, à vous de tirer le meilleur à vous de tirer le meilleur des deux. Ok, top Jérôme. Eh bien écoute, on arrive à la fin de cet épisode 20. On vous tient au courant pour le prochain live. Ça arrivera dans les semaines à venir. On n'est pas pressé. On veut trouver vraiment toujours des sujets intéressants ou des questions récurrentes qui reviennent dans les podcasts. C'est de ça qu'on veut traiter dans les lives. Donc on se met pas de pression à ce niveau-là. On vous revient et on prépare ça correctement avec des sujets qui sont chouettes. Donc ça, on vous tient au courant dans les semaines à venir. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 21. Allez, salut Jérôme. Ciao, ça Julien.